Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'Almanach numéro 11, l'Almanach du 18 au 24 mai. Et alors tout d'abord, je tiens à remercier particulièrement McCall pour le soutien financier qu'il a pu apporter pour ce mois et qui m'aide donc à faire ce genre de vidéo. Si vous voulez faire comme lui et m'apporter un soutien financier, n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Cette histoire commence à l'aube des années 60, en 1959 plus précisément. Giuseppe Cocconi et Philip Morrison de l'université de Cornell publient un article intitulé Searching for Interstellar Communications ou Recherche sur les communications interstellaires dans la célèbre revue Nature. L'idée sous-jacente à ce papier est que s'il existe des êtres intelligents quelque part dans l'univers, ces derniers vont tenter d'entrer en communication avec d'autres êtres intelligents ailleurs dans l'univers ou entre eux. La détection de ces êtres intelligents peut donc passer indirectement par la détection de ces signaux de communication. Ce papier inspire un astronome du nom de Frank Drake, qui va alors créer une formule pour calculer la probabilité d'une vie extraterrestre en fonction d'un certain nombre de paramètres. Alors le chat sceptique et AstronoGeek en ont fait des vidéos, je vous les mets ici, ainsi que dans la description, elles valent vraiment le coup d'être visionnées si ce n'est pas déjà fait. Ce cher Frank donc travaille au radiotélescope de Green Bank et utilise l'antenne de 26 mètres de diamètre pour rechercher des signaux caractéristiques. Il nomme son projet Ozma, d'après le nom d'un personnage du Magicien d'Oz. Et il écoute et il écoute encore. Et après 200 heures d'écoute et d'analyse, il n'a aucun résultat. Alors évidemment, c'est pas parce qu'il n'a aucun résultat avec son antenne et 200 heures d'écoute que ça veut dire qu'il n'y a personne de l'autre côté, ou qu'aucun signal n'a été émis. Alors le projet continue. Cette recherche de signaux extraterrestres prend le nom de SETI ou Search for Extraterrestrial Intelligence, recherche pour intelligence extraterrestre. En 1973, à l'université de l'Ohio se trouve l'antenne appelée Big Ears, les grandes oreilles. Et le 15 août 1977, un signal étonnant est reçu. Pas très longtemps, mais très fortement reçu. Jerry Eman, qui travaille là-bas, voit le signal sur la feuille de papier qui synthétise l'écoute et écrit « Wow » dessus en entourant les indicateurs de la force du signal. Cette réception est aujourd'hui appelée le signal WOW, et encore une fois, AstronoGeek en a fait une vidéo qui détaille toute l'histoire. Tout ça pour dire que cette recherche de signaux extraterrestres, même si elle ne donne pas encore de résultats concrets, elle a régulièrement des résultats intéressants qui motivent les troupes. On cherche donc à écouter et analyser de plus en plus de signaux, et l'université de Berkeley met au point le projet SERENDIP, pour Search for Extraterrestrial Radio Emission from Nearby Development Intelligent Populations. Ce projet récupère les données de grands radiotélescopes lors de leurs observations qui n'ont rien à voir avec la recherche extraterrestre, et les analyse pour rechercher ce qui pourrait ressembler à une communication extraterrestre. Et un gros problème se pose. La quantité de données récupérées dépasse largement la capacité de calcul qu'ils ont à leur disposition. Ils ont développé un outil qui permet d'utiliser les ordinateurs qu'ils ont à disposition pour analyser des petits morceaux de signaux, mais la quantité de données qui arrivent reste largement supérieure à cette puissance de calcul. Alors ils ont une idée un peu folle. Le 17 mai 1999, ils proposent à toutes les personnes qui le souhaitent de télécharger un économiseur d'écran qui, au lieu de dessiner des tuyaux en 3D, va effectuer quelques calculs pour le projet. C'est le projet SETI at Home. Alors, on va quand même resituer les choses. Car on est en 1999, c'est l'époque de AOL, de CompuServe, des modems 56K. Et le logiciel SETI at Home permet d'agréger la puissance de plein de petites machines pour aider à l'analyse des données. Alors vu l'époque et les connexions, les chercheurs du projet s'attendent à avoir environ 1000 personnes qui vont télécharger le programme et participer à la recherche. Et en réalité, ils seront 1 million, ce qui évidemment ne va pas manquer de faire complètement tomber l'infrastructure prévue initialement. Alors elle va rapidement être mise d'aplomb, notamment par le don de la part de Sun Microsystems d'un certain nombre de machines, mais le succès est bien au-delà des attentes prévues. L'infrastructure du système va évoluer et en 2005, c'est une plateforme de calcul distribué complète qui va voir le jour, la plateforme BOINC, et qui permet à d'autres types de projets et de calculs de profiter de ce genre de participation. Et le 2 mars 2020, il y a peu de temps, l'équipe de SETI at Home décide de mettre le projet en sommeil. En effet, ils ont besoin de synthétiser les résultats et de faire quelques publications scientifiques avant d'aller plus loin. Par contre, l'infrastructure BOINC en place reste présente et d'autres recherches s'y déroulent. Une partie des participants se sont d'ailleurs tournés vers le projet Folding at Home et leurs recherches autour du Covid-19. Dès 1998, Microsoft commence à s'intéresser aux consoles de jeux. Une équipe est même mise en place après avoir réussi à convaincre Bill Gates, alors encore dans l'entreprise, de l'intérêt du projet. Le nom choisi pour la console est la DirectX Box.
mais le nom n'est pas très sexy. Elle devait être construite comme un véritable PC pour en avoir la puissance et la souplesse d'évolution. La Xbox, première du nom, est donc créée, mais elle ne remporte pas le succès escompté, loin de là. Elle est assez chère pour l'époque, 299$, et même si l'exclusivité du jeu Halo booste un petit peu les ventes, on est très loin des objectifs. Le prix est d'ailleurs diminué de 100$, mais à ce prix, la console est vendue à perte. La seconde version de la console verra le jour en 2005, et aura comme nom la Xbox 2. Non, je déconne, ça serait trop simple, en fait c'est plutôt la Xbox 360. Et cette dernière essaie de profiter de l'expérience acquise par la première pour avoir une console mieux construite, à la fois pour les développeurs, mais également pour les utilisateurs. Le succès est quand même là, mais la concurrence est rude avec la PlayStation 3 qui sort l'année d'après, et surtout la Wii qui a explosé les records de vente. La console sera progressivement améliorée avec des versions qui corrigent les défauts de la console. Le plus connu d'entre eux restant l'anneau rouge de la mort ou le Red Ring of Death, en description des 3 lumières rouges qui s'allument autour du bouton de démarrage quand une erreur matérielle a eu lieu. La Xbox 360 reste partiellement compatible avec certains jeux de la Xbox d'origine, bien que son architecture matérielle soit totalement différente, puisqu'elle utilise un processeur de type PowerPC. Mais le 21 mai 2013, Microsoft annonce sa nouvelle génération, la Xbox 3. Non, encore une fois, je me plante, c'est pas la Xbox 3, c'est la Xbox One cette fois. Non mais vous verrez, il y a quand même une logique dans quelques instants. Alors cette fois, la Xbox One reprend l'architecture d'un PC, avec un processeur quad-core de chez AMD, un disque dur et une version spécifique de Windows, que certains appellent d'ailleurs Windows 9, même si ça ressemble au départ à une version de Windows 8. On s'en sort pas avec les numéros de version chez Microsoft. Et la console utilise massivement des technologies de virtualisation avec une variante de leur Hyper-V qui permet de séparer le fonctionnement des applications et le fonctionnement des jeux. L'annonce de Microsoft a lieu avant celle de Sony pour sa PlayStation 4 et prévoit un lancement au prix de 500$ avec la Kinect vendue directement avec la console. Évidemment, quand Sony fait son annonce pour la PlayStation 4, il la place un peu en dessous au niveau du prix, à 400$. Microsoft, lui, a complètement repensé la gestion de la propriété des jeux qui ne seront plus que loués. Ce qui lève un tollé énorme car la possession du disque d'un jeu ne fait pas de nous le propriétaire et n'exclut pas le paiement d'une activation du jeu. Et pour que ce mécanisme fonctionne, la console nécessite d'être connectée à Internet en permanence. Par contre, chaque médaille ayant un revers, cette gestion des droits d'accès à un jeu permettait la possibilité de revendre des jeux qu'on avait achetés numériquement. Dans le mois qui a suivi, donc en juin 2013, devant la levée de bouclier, Microsoft fait machine arrière et abandonne cette gestion des droits et la nécessité d'avoir une connexion permanente pour revenir à une gestion plus traditionnelle des jeux. La console évoluera avec, au fil des évolutions, quelques améliorations notables. Tout d'abord, la possibilité d'acheter la console sans l'interface Kinect, puis la Xbox One S, qui était un petit peu plus petite, ne nécessitait pas une alimentation externe et permettait l'utilisation de la 4K sur l'écran et même du HDR pour les écrans compatibles. Et surtout la Xbox One X, qui n'est qu'une amélioration de la One, mais amélioration importante en termes de puissance pour ouvrir la voie à la nouvelle génération de consoles, qui sera annoncée d'ailleurs en décembre 2019 par Microsoft, non pas avec une console nouvelle génération, mais avec une famille de consoles sous le nom de Xbox One Series X. Et pour ce qui est des noms, la Xbox, puis la 360 et ensuite la One et enfin la One X, on peut constater quand même une petite astuce. Pour cette dernière, on retrouve le nom de la Xbox originale avec ses initiales, Xbox One X. En 1791, naît un peintre américain. De 1830 à 1832, il étudie en Europe avant de retourner aux États-Unis. Et sur le bateau, dans son voyage retour, il rencontre Charles Thomas Jackson de Boston, qui est un scientifique qui a étudié l'électromagnétisme. En voyant les expériences que réalise Jackson, il a l'idée de développer un système de communication sur un simple fil. Pour ça, il va travailler sur la création d'un alphabet qui se base sur la présence ou l'absence d'un signal. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais ce peintre est plus connu pour ses techniques de communication que pour ses peintures. Son nom est Samuel Morse. Il va améliorer son système, mais il a de grandes difficultés à transmettre son signal à plus d'une centaine de mètres. Il dépose néanmoins un brevet aux États-Unis sur sa technologie. Puis avec l'aide de Leonard Gale, un professeur de chimie de l'Université de New York, il ajoute quelques circuits électroniques le long de la ligne, et cette fois il atteint une distance de l'ordre de 10 miles, soit environ 16 km. Le principal obstacle à son projet, l'impossibilité de dépasser quelques centaines de mètres, est maintenant levé, et il va pouvoir tenter de le commercialiser. Et cette fois avec Alfred Bale, il tire 2 lignes de 2 miles à l'intérieur d'une usine en acier dans le New Jersey. Et le 11 janvier 1838,
Il fait une transmission avec le message « A patient waiter is no loser » devant un public principalement local à l'usine. Il part à la recherche de financement pour poursuivre ses démonstrations, mais il fait chou blanc à Washington. Pas plus de succès en Europe. Il réussit finalement à convaincre un membre du Congrès dans le Maine, Francis Ormond Jonathan Smith, qui le sponsorise. Il souhaite faire une démonstration de sa technologie aux membres du Congrès. Et en mars 1843, il réussit à avoir un financement de 30 000 $ de l'époque pour tirer une ligne entre Washington DC et Baltimore. À l'aide d'une charrue et de 8 bourrins, il fait une tranchée de 50 cm dans laquelle plonge son câble et rebouche la tranchée avec le même appareil. Mais au bout de 15 km, il arrête le déploiement, le câble étant abîmé. Dans l'impasse, il cherche une solution et découvre qu'au Royaume-Uni, Coke et Wheatstone utilisent des poteaux pour tirer leur câble de communication. Le 1er avril 1844, il commence donc à faire installer environ 500 poteaux de 7 mètres de haut et espacés de 60 mètres pour aller de Washington à Baltimore comme prévu. Différents tests sont réalisés pendant la pose des câbles et tout semble bien fonctionner. Et le 24 mai 1844, Samuel Morse se trouve à l'ancienne chambre de la Cour suprême dans le Capitole à Washington. Il transmet un message par code Morse à son acolyte Alfred Vail, qui lui se trouve à la gare de Montclair à Baltimore. Le message envoyé est une citation biblique du livre des Nombres qui est « What hath God through ?» texte suggéré par la femme d'un fan de Samuel Morse. La première communication longue distance par Samuel Morse venait d'être réalisée. Attention, ce n'est pas la première communication rapide à longue distance, mais le code développé par Samuel Morse va être remanié pour devenir le code Morse international qui est encore utilisé aujourd'hui. Alors voilà pour l'almanach de cette semaine, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à mettre la cloche. Vous pouvez également mettre un like, vous pouvez partager la vidéo. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez faire comme McCall, vous pouvez participer au financement de la chaîne. Il y a un lien vers Tipeee, vers Patreon et vers Utip dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!